wasila badamonje kola waliandie faye moni. Bonjour à tout le monde. Notre recherche porte sur la contribution socio-économique des étudiants camerounais formés en Chine dans le développement du Cameroun de 1971 à 2023. 1971, c'est la date officielle où le Cameroun et la Chine entrent en relation, tandis que 2023 représente l'année où on enregistre plus de 1500 étudiants camerounais formés en Chine qui retournent au Cameroun. En guise d'introduction, nous disons, en 2013, le Cameroun comptait 13 centres d'enseignement de langue chinoise à travers le pays, avec plus de 5500 étudiants inscrits. Cette situation favorise la mobilité des Camerounais vers la Chine. Quand on sait que depuis 2019, la Chine devient le premier pays fournisseur de bourses académiques en Afrique, devant la Grande-Bretagne qui offre 1100 bourses et la France et l'Allemagne qui offrent 600. En 2023, je le disais plus haut, l'ambassadeur de la Chine au Cameroun annonce le retour de 1500 étudiants camerounais de retour de Chine qui se sont fait former dans diverses filières de domaine. Alors, ces étudiants camerounais formés en Chine via des bourses diverses ou de manière autofinancée constituent dès lors une nouvelle catégorie d'acteurs susceptibles d'impulser le développement du Cameroun. Alors, cette recherche ambitionne de répondre à la question principale. Quelle est la contribution des étudiants camerounais dans le développement socio-économique du Cameroun? Alors, cette recherche se base sur plusieurs sources, notamment les sources écrites, qui sont notamment des rapports des instituts Confucius, de l'ambassade de Chine au Cameroun, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère des Enseignements secondaires et de l'INS. Autres sources écrites, ce sont les rapports sur les FOCAP. FOCAP, c'est Forum sur la Chine-Afrique, la presse écrite nationale, les archives, etc. Nous avons également des sources orales qui ont constitué la méthodologie de cette recherche. Nous avons enquêté 102 étudiants camerounais sur les 3500 officiellement recensés au Cameroun. Et cette thèse se base davantage sur une méthode de boule de neige et une logique de raisonnement intuitif. Quelques théories ont été convoquées dans le cadre de cette étude, notamment celle de Marcel Gérard et Mélanie Wang sur la théorie du capital humain. Une théorie qui suggère que les étudiants se déplacent pour acquérir des compétences et des connaissances qui augmentent leur valeur sur le marché du travail. Et dans la même lancée, toujours une théorie de Marcel Gérard et Mélanie Wang, celle de la théorie de la mobilité culturelle. Alors, cette théorie met juste en exergue ou met l'accent sur l'importance de l'acquisition des compétences culturelles et linguistiques. Et la mobilité des étudiants encouragée pour développer une compréhension interculturelle pour préparer les étudiants à travailler dans un environnement globalisé. Alors, une autre théorie, c'est celle développée par Catherine Agoulon sur les perspectives sociologiques. Alors, pour elle, les sociologues s'intéressent aux trajectoires des étudiants en mobilité, à la diversité de leur parcours et à leur mode d'inscription dans les différents pays d'accueil. Une dernière théorie, c'est celle du développement économique et social développée par Zimmermann, qui décline que les migrants retournent chez eux avec des compétences et des connaissances et même des capitaux acquis à l'étranger, ce qui peut stimuler le commerce, le transfert de fonds, les innovations et les investissements dans leur pays d'origine, notamment dans ce cadre au Cameroun. Alors, quelques résultats à mi-parcours. Nous relevons les raisons profondes
de départ et de retour des étudiants camerounais formés en Chine. Alors, l'une des principales raisons avancées du départ des étudiants camerounais vers la Chine, c'est la recherche d'une éducation de qualité et la finalisation d'une formation pour une meilleure insertion professionnelle au Cameroun. Dans ce cadre, plus de 50% des étudiants que nous avons questionnés ont évoqué la poursuite des études et la recherche d'une éducation de qualité comme raison principale. Une autre raison avancée, c'est celle de la recherche du diplôme chinois et des opportunités de bourse liées à la langue chinoise. Une perception au Cameroun, c'est celle de savoir qu'en fait, un diplôme obtenu à l'étranger de manière générale est plus valorisé qu'un diplôme obtenu au niveau local. Une dernière raison du départ de ces étudiants vers la Chine, c'est l'essor économique de la Chine depuis quelques années. En effet, beaucoup d'étudiants camerounais, surtout ceux qui sont autofinancés, ou du moins ceux qui autofinancent leurs études, avancent cette raison de l'essor économique de la Chine sur le plan économique aujourd'hui. Alors là, nous avons un schéma, c'est le diapo 6, qui met en exergue les raisons de retour au Cameroun. Alors en rouge, nous avons 53% de ces étudiants que nous avons interrogés qui avancent pour raison principale que leur retour au Cameroun est stimulé par la volonté de développer le Cameroun et cet esprit de patriotisme qu'ils ont. À côté d'eux, on a ceux-là qui reviennent dans leur pays d'origine, notamment le Cameroun, parce qu'il manque d'opportunités en Chine. Et comme troisième raison, c'est le besoin de reprise de services par certains de ces étudiants. Et on a 9% des 102 étudiants que nous avons interrogés qui avancent des raisons familiales et 7 autres pourcents qui avancent des raisons diverses. Et là, nous sommes à la diapo 7, qui met en exergue la contribution socio-économique des étudiants camerounais formés en Chine. Sur les 32 étudiants camerounais que nous avons interrogés, il ressort que 39 étudiants exercent dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement supérieur ou secondaire. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Et une grande partie également dans la traduction et l'interprétariat. Et si on avance au diapo 8, nous relevons là également des étudiants camerounais de retour de Chine qui exercent dans la santé, notamment dans des hôpitaux publics ou encore des hôpitaux privés. Une autre catégorie qui exerce également dans les soins de beauté et d'esthétique. Et un impact économique de ces étudiants camerounais, c'est notamment le transfert de connaissances et de compétences via ces étudiants formés en Chine, ou alors une présence des étudiants camerounais dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Ces étudiants rencontrent de nombreux défis lorsqu'ils rentrent au Cameroun. Et l'un des principaux défis, c'est la contrainte de la conversion professionnelle. Nombreux sont ceux-là qui sont obligés de se convertir dans un autre domaine professionnel que celui qu'ils avaient choisi au préalable. Un autre défi, c'est celui des opportunités réduites aux seules structures chinoises. Bon, très brièvement, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette recherche que nous avons menée sur cette thématique. Merci pour votre attention. Les modérateurs ou les discutants. Merci bien. Alors, Jean-Parfait Badawi nous a présenté un thème intitulé, un travail intitulé La contribution économique des étudiants camerounais formés en Chine dans le développement du Cameroun, 1971-2023. Il commence tout d'abord par justifier ses bornes chronologiques, à savoir 1971. Il dit que 1971 représente l'année de relations officielles entre les deux États et 2023 représente
le nombre d'étudiants, il a parlé de 1500 étudiants formés revenus de Chine. Alors, tout au long de son déroulé, il a essayé de formuler une problématique selon laquelle il se pose la question, quelle est la contribution des étudiants camerounais au développement du Cameroun? Il a, en quelque sorte, il s'est appuyé sur de nombreuses théories, trois ou quatre théories, pour essayer de montrer tout au long de son analyse comment est-ce que les théories essaient de nous éclairer sur son analyse. Il termine par certains résultats, donc la recherche d'une éducation de qualité, un essor économique de la Chine, des étudiants qui vont en Chine parce que la Chine elle connaît un essor économique. Et là, dans son analyse, il fait usage des statistiques. Il utilise des statistiques. Il nous a construit des diagrammes circulaires, des diagrammes en barre et consorts pour essayer de nous montrer de façon chiffrée quelle est la qualité ou la présentelle de son travail aux des étudiants camerounais qui vont en Chine. Alors, je vais soulever quelques limites, notamment au niveau des théories. Pour ma part, quatre théories, c'est beaucoup pour une analyse en histoire. Quatre théories, c'est déjà trop. Donc, il faudrait peut-être choisir deux théories, au maxi trois, même trois, c'est déjà beaucoup, pour essayer de démontrer, d'analyser le travail. Donc, j'avais une question à poser, c'est celle de savoir en quoi est-ce que l'acquisition des compétences linguistiques peut être un gage pour le développement du Cameroun. Nous savons que si la Chine est en Afrique aujourd'hui et particulièrement au Cameroun, c'est pour des raisons de positionnement économique. Les centres linguistiques Confucius et consorts qui sont créés à travers le pays, c'est justement pour implanter leur culture pour que les étudiants camerounais ou les Camerounais en général puissent bénéficier de leur culture et qu'il y ait des rapprochements compte tenu du fait que nous traversons une période de bataille économique dans laquelle chacun use des moyens qu'il peut pouvoir se positionner et remporter les parts de marché parce que c'est ça l'Afrique, c'est comme disait, un auteur, la main nourricière des pays occidentaux et aujourd'hui asiatiques. Je veux savoir en quoi l'acquisition des compétences linguistiques dans un continent ou dans un pays où on a besoin des compétences technologiques, en quoi est-ce que ça peut vraiment être un gage pour le développement? Merci. Je vois pourquoi ça marche pas, là. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour la présentation, M. Badawi. La contribution de Badawi s'intéresse à l'insertion socio-économique des étudiants camerounais formés en Chine. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à M. Badawi que c'est déjà un sujet traité, déjà le sujet sur l'employabilité de ces étudiants camerounais en Chine. C'est déjà traité. Est-ce que vous êtes inspiré des travaux? Est-ce que vous avez lu? Parce que dans vos références, dans vos sources, vous n'avez cité
Vous n'avez pas cité les travaux des étudiants, que ce soit en master ou en thèse. Déjà au Cameroun, nous avons Aïcha Mamadou, historien, qui a eu à travailler, qui a eu à faire une étude comparative entre le système éducatif camerounais et chinois. Elle est historienne. Elle est de l'université de Yaoundé. Elle est actuellement chef de département à la faculté de l'éducation, l'État de l'éducation de Yaoundé, précisément au département de mesures et d'évaluation. J'ai une question à vous poser par rapport à l'échantillonnage. Vous avez dit avoir interrogé 102 étudiants sur 3500, si j'ai une bonne mémoire. Oui. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous seulement interrogé 102 sur 3500? Est-ce que 102 sur 3500, c'est un échantillon représentatif pour vos études? Est-ce parce que vous avez atteint le seuil de saturation? Si oui, comment? À travers quel indicateur par exemple? Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire. Merci. Donc, merci pour ces questions. Je vais répondre du coup. Pardon? Oui, alors peut-être répondre d'abord aux trois modérateurs, ou je ne sais pas comment on les appelle, et puis après, assez brièvement, et puis après, on fait un tour de... Parce qu'il y a peut-être des réponses qui vont apparaître. Allez-y, assez brièvement, mais bon, on va Ok. laisser un petit quart d'heure à la discussion. Bon, peut-être pour la question 302. En fait, nous sommes en mi-parcours de notre recherche et à ce stade, nous n'avons qu'interrogé 102 personnes. Sinon, ça continue en fait. Ouais. Méthode de boule de neige. Bon, c'est une méthode qui consiste à aller d'un point, d'un repère spécifique et élargir davantage la chose. Bon, je prends un exemple dans le cas de ma thèse. J'interroge les étudiants camerounais formés en Chine. C'est-à-dire que j'interroge un étudiant qui me passe le contact d'un autre étudiant, qui me passe le contact d'un autre étudiant, et c'est ainsi que se forme l'effet de boule de neige qui commence petit et prend de l'envergure par la suite. Euh, En quoi l'acquisition des compétences linguistiques peut contribuer au développement du temps neurologique? Clairement, on ne peut pas mesurer. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'acquisition des compétences linguistiques n'aide pas forcément au développement du Cameroun. Pensons que les étudiants camerounais sont plus ou moins contraints d'apprendre d'abord la langue, ensuite de se faire former. Et c'est justement une politique de la Chine, en fait, qui consiste à diffuser également la langue chinoise à travers le monde. Donc, du coup, vous êtes obligé, en première année, d'apprendre d'abord la langue chinoise. Ensuite, vous virez dans votre formation. Merci. Et pour le travail déjà fait, parce que ça, c'est important, vous Oui. mettrez peut-être la référence. Oui, je prends en compte et puis je vais vérifier. Oui, allez-y. Oui, merci pour votre présentation. Il fallait, je vous suggère de regarder, d'essayer de regarder aussi le cas des étudiants peut-être qui sont partis en Occident, en France et comme ça. Essayez de faire une étude comparée par rapport à ces étudiants-là. Si les étudiants qui partent en Chine ramènent telle chose, quelle expérience tel savoir, est-ce que les étudiants qui partent en Occident ramènent quoi comme savoir-faire? Donc, il faut regarder dans ce sens-là. Et aussi, j'avais une autre question. Je ne suis pas sociologue. Vous êtes sociologue? Historien qui fait les études en boule de neige. Moi, ça... Parce que quand vous avez prononcé boule de neige, je me suis dit, c'est un sociologue. Bon, parce que
quand on parle de boule de neige en sociologie, ça ne se limite pas à ce que vous avez expliqué de partir d'un enquêté à l'autre enquêté. Boule de neige, la théorie de boule de neige va encore plus loin. Donc, il faut essayer de revoir ça. J'ai aussi j'ai une question. Bon, je n'ai pas trop compris. Reprise de service, il s'agit de qui? Peut-être des fonctionnaires qui sont allés se former bon, il faudra expliquer. Vous avez dit stand 2. Bon, ça va, c'est bon à ce stade. Bon, reprise de. Bon, reprise de service, c'est par rapport aux fonctionnaires qui obtiennent des bourses et qui vont se faire former, mais sont obligés de revenir reprendre le service au Cameroun. Ah oui, allez-y. Ah, pardon. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, ma question porte sur les raisons de retour au Cameroun là. En lien avec ce qu'Alex vient de dire à Soft Power, est-ce que les étudiants qui partent pour étudier en Chine ont déjà des projets pour, c'est-à-dire des projets pour le développement du Cameroun en retournant et pour, comme tu as montré sur ton diapo, que 53% des étudiants qui reviennent au Cameroun disent qu'ils sont là pour le développement du Cameroun. Est-ce qu'ils ont donc déjà des projets bien clairs, bien structurés pour le développement du Cameroun? Parce que moi, je pense que c'est nécessaire. Si on retourne en venant, comment on vient d'acquérir des compétences, on devrait avoir un projet concret pour le développement du pays. Et une dernière remarque, c'est que je pense qu'il revient surtout au Cameroun parce qu'il a été obligé par un contrat qu'après avoir terminé ses études, il doit revenir au Cameroun, mais ce n'est pas vraiment leur choix de revenir au Cameroun. Je ne sais pas, hein, je fais tout simplement une sorte de comparaison avec les étudiants qui viennent de Madagascar et qui sont partis, ils sont obligés de revenir parce que c'était le contrat. Mais si c'est vraiment leur volonté, ils restent là-bas pour notre pays. Attendez, il va pas falloir. Vous faites des questions très brèves, parce que, à moins le quart, on arrête. D'accord, désolé. Non, oui, ça fait un moment que. OK. Les bourses chinoises répondent à plusieurs problèmes, justement. Parce que lorsque les bourses chinoises sont lancées, ça vise plusieurs domaines à la fois, notamment les technologies, les TIC, l'informatique, la médecine et autres. C'est vraiment des domaines pluriels. Et dans ces domaines pluriels-là, le développement du Cameroun, ça répond clairement au développement du Cameroun. Enfin, après, s'ils travaillent dans l'esthétique, hein, et c'est quand même un gros point. Enfin, c'est quand même un débouché. Donc là, je me demande si. Enfin, je n'ai rien contre les trucs des ongles et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Ça peut donner une autonomie aux femmes. Pourquoi pas? Oui. Alors, vraiment, une minute là, non, non, on peut pas. Parce qu'à 45, on arrête. Il est 9h44. Donc, vous choisissez. Si vous préférez Peut-être poser des répondre questions. à la question Oui. Après, vous de discutez. bail. En fait, lorsque des étudiants camerounais formés en Chine ne trouvent pas le moyen de s'insérer, peut-être dans la fonction publique au Cameroun, ils s'auto-emploient. Et autrement dit, ils créent des emplois même en réalité. Que c'est. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Désolée, c'est très frustrant, mais vous en discuterez après. Merci beaucoup pour cette présentation, parce que sinon, ça peut être sans fin, hein, c'est pas. C'est bon? Donc, si on laisse 3/4 d'heure par personne, je pense qu'on va s'en tirer. Sinon, ça va être plus difficile et on fera pas ça en vidéo, hein, en vidéo. C'est pas possible. Donc, c'est bon, voilà. Alors, vous en discuterez. Alors, surtout, les compléments bibliographiques, si le sujet a déjà été traité, etc. Mettez-les sur Google sur Google Scholar parce que ça concerne évidemment celui qui présente ou celle, hein, mais ça concerne aussi tout le monde en fait, parce que ça aussi, ça contribue à élargir vos bibliographies. Hein, donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on va passer à Emmanuel Chessy. Emmanuel, donc vous avez un PowerPoint ou... Bon, bah, très bien. Alors, enfin, très bien, allons-y. Du coup.
C'est bon? Vous y êtes? Allons-y. Je suis Emmanuel Chessy, étudiant à l'Université de Caen, doctorant, historien politiste. La position en vaut la peine pour que vous compreniez le cadre où je me trouve. Je mène une recherche sur la production de la norme juridique par l'exécutif au Cameroun. Deux points, mécanisme et enjeux. 1957-1996. Le travail va s'articuler sur 7 axes: le contexte, le cadre chronologique, le cadrage théorique, problématique et questions de recherche, hypothèse, objectif général de la recherche, méthodologie. D'entrée de jeu, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, le meilleur système prôné par les États modernes, c'est le système démocratique. La démocratie, ici, repose sur des principes. Et l'un des principes de la démocratie, c'est le principe de séparation de pouvoir, qui implique que les pouvoirs sont indépendants mais complémentaires. Sauf que ce principe de séparation de pouvoir rencontre en Afrique un problème, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique. Ce problème, c'est celui de la concentration de pouvoir. Le pouvoir se retrouve donc concentré entre les mains d'un individu, ce qui crée dans le système démocratique le système du pouvoir autoritaire. Le pouvoir autoritaire ici qui se concentre sur une seule personne, un seul individu qui détient la quasi-totalité du pouvoir au travers de l'exécutif. Alors, de façon générale, on constate qu'en Afrique et au Cameroun, il existe un présidentialisme à outrance où l'exécutif devient de plus en plus fort. Il utilise tous les moyens appropriés pour concentrer le pouvoir entre ses mains. C'est fort de ce constat que nous avons intitulé notre sujet « La production de la norme juridique par l'exécutif au Cameroun, mécanismes et enjeux, 1957-1997 ». La démarche que je dois emprunter est une démarche chronologique. Pourquoi 1957? L'année 1957 marque la naissance de l'exécutif camerounais par le décret du 18 avril 1957 portant naissance de l'exécutif camerounais. Nous sommes à la période coloniale et cet exécutif est porté par André-Marie Bida qui est le tout premier ministre camerounais. L'année 1996, plusieurs événements avant se justifient. D'abord, en 1990, nous avons le retour au multipartisme. En 1992, nous avons les premières élections libres organisées au Cameroun, qu'on voit dans la victoire écrasante du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Cette même année 1992, il y a les élections anticipées législatives qui sont convoquées. Et là, le parti d'opposition reconnu en cette période, au nom du SDF, qui était le parti qui incarnait l'opposition à cette période, remporte les élections, mais des manipulations nous laissent comprendre que le régime va voler ses résultats. En 1996, donc, il y a un autre domaine. Il y a les élections municipales qui sont convoquées. Le RDPC, parti au pouvoir, glane la quasi-totalité ou alors glane la plupart des mairies. Mais sauf que les mairies stratégiques dans les grandes villes du Cameroun, à l'instar de Douala, Bamenda, Bafoussam, sont remportées par l'opposition. Pour contrôler dans le pouvoir, par un décret du chef de l'État, on va nommer dans cette mairie les délégués de gouvernement qui vont être les représentants du pouvoir dans ces mairies. Et le délégué du gouvernement ici était celui qui incarnait même le pouvoir de l'exécutif.
parce que le maire, dans ces conditions, n'avait quasiment pas de pouvoir, car la plupart des décisions émanaient du délégué de gouvernement. Pour comprendre mieux ce sujet, nous avons fait recours à 3-4 théories. D'abord, la théorie du présidentialisme fort, qui est largement développée par Numbi Chouake, qui estime que le système politique camerounais est gouverné par un régime présidentialiste à outrance, où l'exécutif devient de plus en plus fort et le président ou alors le chef de l'État règne par une forme de personnalisation du pouvoir. Nous avons adopté une autre théorie, la théorie de la faiblesse institutionnelle, développée par Jean Njoya, qui montre la fragilité des institutions. Et dans cette fragilité, on voit une institution qui prône, au-delà des autres institutions, à cet effet, le pouvoir exécutif coiffe tous les autres types de pouvoirs. La dernière théorie est la théorie du clientélisme politique, qui a beaucoup été adoptée par Lux Dun, qui traite ici l'attitude du clientélisme, qui constitue ici l'enjeu de nomination. À travers les nominations, le nominé rend compte à celui qui l'est nommé. Ici, on a une compétence d'une Djangi, c'est une récompense qui se met en exergue. Pour comprendre notre sujet, le problème que soulève cette thématique est le problème de la gouvernance et la concentration de pouvoir au Cameroun. C'est donc lors que nous nous sommes questionnés à savoir comment l'exécutif a-t-il contribué à la production de la norme juridique au Cameroun et pour quel enjeu entre 1957 et 1996. Pour répondre, nous formulons l'hypothèse selon laquelle, à travers le pouvoir réglementaire, instrument du pouvoir, l'exécutif a contribué à la production de la norme juridique au Cameroun et les enjeux de ce travail ont été ceux d'une concentration, conservation et contrôle du pouvoir au cours de la période suscitée. Comme cadre méthodologique ou comme méthode adoptée, nous avons adopté une méthode propre à l'histoire, à savoir la collecte des données. Dans cette collecte de données, nous avons plusieurs types. Les sources orales qui nous étaient très chères avec les entretiens que nous avons eus, à ceux-là qui utilisent, qui pratiquent le droit, et aussi les historiens qui font dans la politique, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Nous avons consulté les archives. Notre point focal dans ces archives se résume sur le journal officiel, qui est un instrument de communication officielle d'un État. C'est dans ce journal officiel que nous avons pu dégager la plupart des textes réglementaires qui ont été un peu moins produits. fort quand même, parce que nous, on est... C'est pas un discours politique, allez-y. Mais un peu moins fort parce qu'on est un peu, je sais pas, Alex est devenu sourd à moitié. Enfin, bon, j'exagère, mais voilà, un petit peu La moins fort. plupart des textes politiques, la plupart des décrets et autres règlements qui ont été produits pendant cette période. Pour boucler, nous avons consulté bon nombre de documents, ceux-là qui ont déjà abordé la question de la question normative, ceux-là qui ont travaillé sur le pouvoir politique au Cameroun, ceux-là qui ont mené des recherches académiques sur plusieurs domaines concernant notre sujet. Les résultats sont les suivants. Notre travail, d'abord, émet 3 résultats phares qui constituent nos 3 parties du travail. 1957 et 1960, c'est la période coloniale. En cette période, le pouvoir n'est pas quasiment entre les mains des Camerounais. Le pouvoir appartient à l'administration française. Mais il y a une répartition des compétences. André-Marie Mbida détient une part du pouvoir. Le pouvoir réglementaire, dans ce contexte, est limité. Ça veut dire que les actes produits par André-Marie Mbida sont des actes contrôlés par le haut commissaire qui était au Cameroun.
Au lendemain d'un bilan, Ahidjo essaye de se faire une personnalité avec l'ordonnance de 59 qui est considérée comme étant une période de dictature. Et la deuxième partie, qui part de 1961 à 1982, constitue ce que l'on appelle la construction d'une identité politique propre aux Camerounais à travers le pouvoir réglementaire. Le pouvoir appartient aux Camerounais. Ahidjo construit, Ahidjo façonne, Ahidjo fait le pouvoir à sa guise. Et dans cette construction, il utilise un instrument propre, l'ordonnance de 62, qui va permettre à Ahidjo à former sa personnalité et à gouverner. Et enfin, nous parlons ici de 82 à 96, qui constitue le pouvoir réglementaire au Cameroun à l'ère du renouveau. Le renouveau est un concept propre au président Paul Biya qui lui permettait de changer l'ordre des choses. Mais sauf que ce renouveau, en réalité, n'a eu rien de renouveau parce qu'il a continué dans la perspective d'autoritarisme, un pouvoir fort. Nous adoptons ou alors nous employons les chiffres dans notre travail, dans les analyses de tous les actes qui ont été produits par l'exécutif en place à travers Ahidjo et le président Biya. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, les modérateurs discutants. Allez-y. On va peut-être laisser répondre aux trois modérateurs et puis après, on fera un tour des questions. Okay, merci pour vos différentes préoccupations. Je commence tout d'abord par ma collègue Aïssatou qui a parlé d'un travail produit sur la production de la norme juridique par l'administration. Certes, quand on parle de normes juridiques, je profite pour répondre à la question, c'est vague, parce que la norme juridique, c'est l'acte produit par soit l'Assemblée nationale, soit par l'exécutif, soit par le pouvoir judiciaire. Donc c'est un acte général qui s'impose à tous. C'est l'acte qui permet de gouverner une société. C'est ça une norme. Et quand on ajoute juridique à l'intérieur, ça veut dire que c'est cadré par des textes. Pour revenir sur la préoccupation de Madame Aïssatou, je fais une spécificité, c'est que je montre dans ce travail que la norme juridique ici est produite par l'exécutif au travers d'un mécanisme qui lui est propre, c'est le pouvoir réglementaire. Ça veut dire que je balaye du revers de la main l'Assemblée nationale. Je ne passe pas par l'Assemblée, je ne trouve pas le procédé de vérification de ces textes par l'Assemblée nationale. Si il fallait redonner une reformulation au sujet, on parlera du pouvoir réglementaire au Cameroun. Mais étant donné que le pouvoir réglementaire, c'est un peu limité, je parle de la norme, qui est un cadre général. Et je parle donc de position du pouvoir réglementaire. C'est quoi le pouvoir réglementaire, pour qu'on puisse me comprendre? Je vais partir de la définition d'Emilien Pena, qui a travaillé sur l'émancipation du pouvoir réglementaire en France en 1958. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir d'une autorité qui n'est ni d'une législation, ni d'une juridiction à prendre des actes à caractère général, c'est-à-dire contenant l'ensemble des normes modifiant l'état du droit existant. Le terme tel, c'est le pouvoir qui permet à l'exécutif de gouverner sans toutefois passer par le législatif. On va adopter ici l'ordonnance, on va faire appel ici au décret, on va faire appel ici l'arrêté, les circulaires, tous les actes réglementaires qui appartiennent à l'exécutif. Il faut dire ici que le pouvoir réglementaire, selon la Constitution, 2 personnes sont habilitées à exercer le pouvoir réglementaire. On a le pouvoir réglementaire primaire qui appartient au président de la République, le Premier ministre. Sur la Constitution française, le pouvoir réglementaire généralement appartient au Premier ministre. Au Cameroun, on voit plus le président de la République qui gère et le Premier ministre en second. Maintenant, les ministres ont ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire délégué. C'est donc ça la précision qu'il faudrait faire autour de mon sujet. Elle a parlé un peu du Cameroun qui est vague. Non, on ne peut traiter le pouvoir réglementaire dans une ville. C'est pourquoi nous partons du Cameroun. Parce que la bonne chronologie
faire montrer exactement l'évolution politique du Cameroun à travers les actes réglementaires qui ont été posés. C'est pourquoi je commence en 57, qui est un tournant. C'est l'année où on a une semi-autonomie. En 57, 96, je monte sur l'acte qui a été posé par le président de la République, qui est l'acte de contrôle du pouvoir. C'est pourquoi je me structure sur cette page. 97, j'ai parlé d'une démarche chronologique. Ça ressort l'évolution politique du Cameroun. Les théories, le présidentialisme fort. C'est quoi le présidentialisme fort? Le présidentialisme fort, pour comprendre de façon thématique ou alors de terre à terre, le présidentialisme, c'est un système présidentialiste où l'exécutif devient de plus en plus fort et le pouvoir du chef de l'État est renforcé. Dans cette optique, il est ce qu'on appelle, il y a une forme de personnalisation du pouvoir. Au Cameroun, on le voit. On ne peut pas faire quelque chose. Les ministres le font chaque jour. Je remercie, même s'il est dans une conférence pareille, il va dire je remercie le chef de l'État de ma voix. Ça, c'est ça le système présidentialiste, où la personnalité du chef de l'État coule au-dessus des autres. Le clientélisme politique. Le clientélisme politique se justifie plus dans le cadre des nominations. La nomination, ici, c'est une récompense. On récompense au travers des élections. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des campagnes électorales, je représente le parti au pouvoir. Je rentre dans mon cas, je rentre dans mon village, je bats campagne. Et lorsque le parti au pouvoir remporte, oh mais non, il y a une forme de clientélisme, on rapproche auprès de celui qui gouverne les amis. Une récompense. Il y a un musicien camerounais qui a travaillé sur, il a chanté, il a parlé de nomination Selon Djambi. Ou alors pour reprendre encore les termes du premier ministre Achirachou, qui dit que politique Nanjangi, que la politique c'est l'Onjangi, c'est-à-dire que c'est une forme de récompense. Et cette récompense se structure dans le clientélisme, où parfois ce sont des groupuscules, parfois c'est une ethnie quelconque qui gère la chose. Bon, on va laisser 2 tours aux questions. Il y avait Emmanuel, Alioune, non, je ne sais plus. Donc, allez-y. Des questions très brèves. Il nous reste 9 minutes pour répondre. Ouais. Il faut voir le sujet, c'est-à-dire l'intitulé. Oui. Parce que c'est vraiment, c'est vague. C'est pas approché en fait. On ne dit pas l'originalité, déjà le sujet. Il faut le structurer ça. Alors, oui, bon, alors, voilà. Bon, je crois par rapport à son sujet, il parle du Cameroun, mais ce qui m'intrigue un peu, c'est la borne 1957. Lorsque vous parlez du Cameroun, borne 1957, en ce temps, il y avait 2 Cameroun. Il faudra me dire si c'est le Cameroun, parce que vous avez pris juste un côté du Cameroun français. Vous n'avez pas parlé du Cameroun de la zone anglophone. Qu'en est-il de cette partie du Cameroun? Donc, il faudra essayer de préciser, de dire comment a été structurée cette partie du Cameroun et partir dans votre développement, montrer comment ces 2 parties se sont retrouvées, peut-être les miasmes que ça a créé dans cette union des 2 Cameroun. Donc, bonne 1957, vraiment, il faut essayer de revoir ça. Soit vous prenez 1957, vous essayez de trouver un lien avec le Cameroun anglophone. Justement, juste quelques éléments de réponse. En 1957, du côté du Cameroun anglophone, nous avons la mise sur pied aussi ils ont appelé ça un exécutif local qui était dirigé par le docteur Emmanuel Nguyen. C'est vrai que les jours ou alors l'acte posé n'est pas le même, mais il y a quand même ce point de ressemblance-là entre les 2 côtés. Et déjà, à partir de 61, nous embrassons, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous évoluons, nous embrassons les 2 Cameroun pour ne pas faire cette distinction entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Du coup, pour ne pas se retrouver dans un cadre où les autres vont dire que, bon, discrimination ou quoi que ce soit. Répondez de façon très brève, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Allez-y, au bout, Alioune, oui, puis après, on va... Voilà. Merci. C'était votre présentation. En même temps, j'ai l'impression que depuis 1957,
le gouvernement, les dirigeants camerounais se sont inscrits dans une logique de confiscation du pouvoir. Quelle a été la réaction de la société civile et des partis politiques? Est-ce que les partis d'opposition ont joué son rôle durant tout ce temps-là? Autre préoccupation, dans les années 90, on sait que l'Afrique est marquée par le discours de la Gaule, donc nous avons les conférences nationales. Est-ce que est-ce qu'on a ressenti un peu, n'est-ce pas, ces événements dans l'évolution politique du Cameroun dans le contexte des années 1990? D'accord. Je commence par la dernière. Oui, justement, l'évolution politique du Cameroun tient en compte le vent de l'Est de 1990, puisqu'il y a beaucoup de conférences souveraines ou nationales qui s'organisent au Cameroun. Et là, c'est ce retournant du multipartisme au Cameroun. C'est pourquoi on va voir à 92 les premières élections libres organisées au Cameroun, qui, comme je l'ai si bien dit, on sait les chiffres, le monde, les statistiques, le monde, les gens témoignent que le parti au pouvoir avait perdu. Donc, on se retrouvait dans un système fort qui a été construit depuis 1957. Là, je reprends la première question pour dire que le Cameroun a connu une particularité. C'est pas pourquoi? Parce qu'en 1959, quand Ahidjo monte comme Premier ministre, il adopte ce qu'on appelle l'ordonnance de 59 qui porte à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est à partir de cette période qu'il instaure ce qu'on appelle un régime fort. Vous voyez, il gouverne. Les opposants sont un peu réticents. En 1962, il y a une ordonnance appelée l'ordonnance portant répression de la suppression au Cameroun. Là-bas, vraiment, l'opposition devient un peu... on a eu le Cameroun, depuis l'indépendance, a eu à intimider l'opposition. En 1966, par exemple, on va supprimer tous les partis politiques avec ce qu'on a appelé le One Party System, ou alors le parti unique qui est l'Union nationale camerounaise. Donc, vous voyez, l'opposition était là, mais la peur, on a gouverné dans la peur. Le peuple camerounais a vécu dans la peur depuis 60 jusqu'en 90, il peut dire, on est revenu du parti ici. Voilà, je sais pas, oui, vas-y. Merci, merci. Et moi, j'ai juste une contribution. Vous parlez sur les clients. Et je vous suggère vraiment des œuvres de Jean-François Barrère. Et j'ai aussi une question. Vous parlez des délégués du gouvernement dans les collectivités. Et quel était le rôle des délégués du gouvernement dans la fabrication des textes ou la production des textes? Alors, je dis qu'il faut déjà commencer par différencier les différents actes réglementaires qui ont été posés. Je me limite sur le pouvoir réglementaire qui appartient au président de la République, au Premier ministre, et une délégation qui appartient au ministre. Déjà, les actes, dans mon travail, pour être sérieux, je ne prends pas en compte les actes réglementaires produits par les mairies. Oui. Donc, je vais parler de ce quelque part. Vous parlez des délégués des gouvernements. Oui, je montre ça, c'est l'acte de contrôle de pouvoir qui a été posé. Parce que je l'explique bien en 1996. Lorsque, au lendemain des élections municipales, le parti au pouvoir glane la quasi-totalité des mairies. Mais il y a certaines mairies stratégiques. J'ai cité les grandes de Douala, Bamenda, Baboussam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour avoir un contrôle sur ces mairies, on sait la place des mairies stratégiques dans les grandes villes. On sait ce que ça rapporte en termes économiques, en termes de finances. Pour avoir dans le contrôle sur ces mairies, le président de la République, au travers du pouvoir de nomination, va nommer dans ces mairies les délégués du gouvernement. Le délégué du gouvernement est le représentant de l'exécutif général ou le représentant du chef de l'État dans ces mairies. C'est lui qui contrôle en quelque sorte pour tout ce qu'on peut dire, puisqu'il bloque même parfois le budget. Parce que si lui, il n'émet pas son accord, le budget voté par le conseil municipal ne va pas passer. On va pouvoir au-delà avec les préfets ou les sous-préfets. Il vous reste 1 minute là pour répondre aux questions. Donc, bon, voilà, il faut peut-être.
Est-ce qu'on peut parler de séparation de pouvoir? J'ai parlé en amont d'un principe de séparation de pouvoir, mais qui englobe l'autoritarisme qui est installé. Il n'y a véritablement pas une séparation de pouvoir, il y a plutôt ce qu'on a appelé un contrôle de pouvoir. Généralement, dans les décentralisations, on ne peut pas parler de la décentralisation au Cameroun, parce que c'est une décentralisation centralisée. Pardon. Alex. Oui. Cette contribution, je pense qu'en tant qu'historien, vous ne devrez négliger aucune source, que ce soit source provinciale, que ce soit source. Et surtout, il faut aussi regarder le journal de l'opposition si ça existe. Et c'est les PV, des réunions et tout ça, c'est intéressant de le voir. Et je pense que j'ai constaté avec le conseil, il faut avoir des reculs un peu vis-à-vis de ça et ne pas regarder ce thème-là d'une manière manichéenne. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit les sources qui vous guident à prendre des conclusions. Mais si, dès le départ, vous partez avec le conseil, vous allez forcer votre analyse vers ce conseil. Donc, je pense vraiment qu'il faut vraiment avoir ce recul vis-à-vis de la thème. Merci. Alors, une demi-minute.